Le Danemark ne décolère pas. Lundi, des drones ont survolé l'aéroport de Copenhague. Le trafic aérien a été bloqué pendant plusieurs heures. L'objectif de cette grave attaque est de perturber, créer des troubles, susciter l'inquiétude et tester les limites. Soupçonnée, la Russie dément toute implication dans cette intrusion qui intervient quelques jours seulement après l'interception de drones russes en Roumanie et en Pologne, sur le pied de guerre. Nous prendrons sans hésitation la décision d'abattre tout objet volant qui violerait de nouveau notre territoire. Ces drones qui sèment le trouble en Europe sont devenus des armes stratégiques incontournables. Le Yémen revendique des attaques de drones contre Israël, de même pour l'Iran, tandis que le conflit en Ukraine est devenu l'une des premières guerres des drones. Russes et Ukrainiens les utilisent pour surveiller, mais aussi tuer à distance. Au Salon des technologies de défense et de l'aérospatiale, qui s'est tenu la semaine dernière à Taïwan, ce fabricant ukrainien le confirme. Les engins sans pilote jouent un rôle essentiel. Certaines zones du front en Ukraine sont entièrement contrôlées par différents types de drones, terrestres, aériens et même maritimes. Les guerres futures s'appuieront sur la technologie des drones. Le secteur est en plein essor. Hier, près de Namur, la Belgique a présenté son tout premier drone, le MK9B Sky Guardian. On voit la tension géopolitique, c'est clair qu'on doit renforcer notre capacité de drone, parce que je pense que ça, c'est vraiment le futur de Wargame. Alors la Wargame, pour reprendre cette expression inspirée des jeux vidéo, est-elle en train de bouleverser la stratégie militaire des armées modernes? La France a-t-elle la capacité de parer les attaques d'engins ennemis et de riposter? Faudra-t-il réguler l'utilisation des drones tueurs? Trois invités qui vont tout apprendre aux béotiens que nous sommes sur le sujet. Michel Olagaray, bonsoir, vice-amiral, ancien directeur du Centre des hautes études militaires. Vous êtes également ancien commandant de l'école navale. Selon vous, les drones font partie aujourd'hui de l'arsenal obligatoire. Cela oblige les grandes nations et les grandes armées à se reconfigurer et à repenser à la fois leur base industrielle et leur stratégie militaire. Jean-Christophe Noël, à côté de vous, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous avez été longtemps également pilote de chasse et vous êtes rédacteur en chef de la revue en ligne Vortex spécialisée dans la guerre aérienne. Selon vous, les drones ont longtemps été développés par des pays aux moyens militaires plutôt limités. Comme la France, ils avaient pris du retard dans ce domaine, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, Laura Kayali, bonsoir. Vous êtes correspondante défense au magazine en ligne Politico Europe. Selon vous, l'OTAN est capable de se défendre face aux attaques de drones, mais elle n'a pas les outils adéquats. Par exemple, pour abattre des drones, ceux qui ont survolé la Pologne, il a fallu utiliser des missiles qui coûtent plusieurs millions d'euros. Et on démarre ce débat avec le drone du jour. On va voir ça. Guéran 2, regardez, c'est le drone russe massivement utilisé en Ukraine. À l'origine, il a été conçu en Iran sous le nom de Shahed 136. Il est entré en service en 2020. C'est un engin qui mesure 3,50 m de long et 2,50 m de large. 240 kg, c'est son poids. Il transporte une charge militaire de 50 kg. Il peut aller jusqu'à 185 km/h. C'est cette catégorie de drones, Michel Olagaray, qui a survolé récemment la Pologne et la Roumanie ou pas? Il semble que ce soit cela, mais maintenant, vous savez, dans l'utilisation de drones, on ne sait jamais d'où ça part, enfin on ne sait que plus tard. Ce qu'on voulait faire, c'est très différent. Ce type de drone est un modèle qui sert à la saturation. C'est-à-dire que ça sature complètement les défenses et ça permet à des missiles beaucoup plus efficaces, parce que 50 kg d'explosifs, c'est pas grand-chose, ça peut terroriser les populations, bien sûr, et avoir beaucoup de dommages, en particulier collatéraux, mais ça ouvre surtout la voie à des missiles beaucoup plus efficaces de 200, 500 kg d'explosifs, qui, eux, attaquent véritablement les infrastructures, puisque c'est ce qui est visé, en particulier, par ces vagues de drones, de 600 drones maintenant par jour. Puisque des essaims de drones. Depuis Anchorage, les Russes ont libéré totalement leurs offensives et c'est au niveau de 600 drones par jour que ça passe. Donc c'est terrifiant. Mais Laura Kayali, on ne comprend pas, on ne peut pas les détecter, ces drones, par exemple, ceux qui ont survolé la Pologne et la Roumanie, on a du mal à savoir où est-ce qu'ils ont été, où est-ce qu'ils sont repartis. Ça paraît fou. Alors ils ont fini par être détectés, mais l'idée... Trop tard. Mais le problème, c'est que de toute façon, la Pologne n'aurait pas pu les abattre avant qu'ils arrivent dans l'espace aérien polonais, en fait, parce que l'OTAN n'est pas en guerre, on est en temps de paix, et donc en fait, vous ne pouvez pas abattre un objet volant
si ce n'est au-dessus de votre territoire. Donc ça, c'est aussi une vraie différence entre la Russie et l'OTAN, c'est que les règles, ce qu'on appelle les règles d'engagement, ne sont pas les mêmes. Et donc ce que va essayer de faire l'OTAN et l'Union européenne en parallèle, c'est justement de développer plus de technologies de détection et au-delà de les développer, de les acheter. Mais juste une question, il n'y a que des drones aériens ou il y a aussi des drones terrestres, voire sous-marins, marins, ou ce n'est que dans les cieux? Non, tout à fait. Ça, on va dire que tous les milieux physiques sont en train d'être envahis par les drones, que ce soit donc maritime, terrestre évidemment, où il y a énormément de drones qui sont envisagés pour des tâches très diverses, d'ailleurs en logistique tout simplement, porter des charges assez lourdes pendant des temps assez longs, évidemment dans les cieux. Et donc en fait, cette espèce, ce à quoi on assiste, c'est une espèce de militarisation du numérique, tout simplement. Et là, les drones, c'est une des manifestations, mais on peut dire que le cyber aussi en est une autre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des points communs entre des attaques cyber et des attaques de drones. Et dans ces cas-là, souvent, celui qui est en offensif a un avantage par rapport à celui qui est défensif. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Parce qu'il va justement imaginer des logiciels qui lui permettront d'accomplir certaines tâches. Et avec un peu d'imagination, vous pouvez imaginer des missions que votre adversaire n'a pas prévu. Et là, à partir de ce moment-là, vous avez justement l'avantage sur le terrain. Là où c'est aussi intéressant, c'est que cet avantage ne va pas durer très longtemps. C'est-à-dire, en général, on le voit en Ukraine, quand on arrive avec un nouveau type de drone, qui va utiliser certaines technologies, etc., pendant un mois ou deux, vous allez avoir un avantage. Mais l'adversaire va comprendre comment faire. Comme le cyber, d'ailleurs. Si vous pouvez faire une attaque cyber, on va comprendre comment fonctionne le logiciel, vous allez arriver où il paraît. Donc, c'est un avantage qui ne dure pas très longtemps, mais qui oblige tout le temps un renouvellement finalement de la. Et il y a un autre avantage, ça coûte pas cher, on appelle ça le missile des pauvres. Alors, le missile de croisière des pauvres. Celui-là, celui dont nous voulons parler, celui issu de Shell. Le reste peut. Ça fait quelques dizaines de milliers d'euros. Mais après, nous passons à des dimensions beaucoup plus importantes. Mais quand on parle de drones, les drones sous-marins existent depuis très longtemps, puisqu'il fallait surveiller, par exemple, le goulet de Brest, savoir s'il y avait des mines ou non, en tout cas débarrasser. Le goulet de Brest, c'est le passage des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui doit être complètement ouvert, bien sûr, et pour lesquels la marine a fait de très gros efforts. Donc ça fait longtemps qu'il y a des drones sous-marins. J'en ai piloté même un il y a de très nombreuses années, lorsqu'on faisait de la chasse aux mines. Donc vous aviez un petit appareil Il était philo-guidé, oui, c'était très, très intéressant. Donc, mais ça fait 60 ans, madame. Donc vous ne les faites pas, monsieur. Mais il y a, bien sûr, une accélération extraordinaire, comme vous l'avez souligné maintenant, puisqu'on est dans le domaine du digital, du software extraordinairement élaboré. Et cela même transforme la vie. Par exemple, l'armée de terre, maintenant, c'est elle qui prend en charge les drones. C'est-à-dire, elle fait le combat aéroterrestre avec la LAT. Elle s'est emparée de ces drones, en tout cas jusqu'à un certain point, puisque là aussi, il y a des différentes catégories de drones, et on peut parler de la robotique, puisque ce à quoi vous faisiez allusion, ce sont aussi les mules, les chargeurs, les espèces de combattants digitaux. Oui, les mules, c'est-à-dire qui portent les charges. Et donc, il y a là aussi un continuum entre l'homme et l'oiseau, si vous voulez, et même le marsouin, qui est assez extraordinaire. Et dans le domaine de la guerre psychologique, c'est intéressant aussi, parce que lorsque vous faites intervenir des drones dans un espace aérien, ça n'est pas comme quand vous envoyez un avion. C'est-à-dire que ce drone-là, s'il est abattu, des limites ne sont pas franchies. Vous envoyez un avion, il est abattu, il y a un pilote qui est mort. Alors, on va y revenir, mais on va regarder des images d'archives pour comprendre pourquoi les drones militaires sont utilisés par l'armée française depuis 20-25 ans, massivement, comme d'ailleurs par toutes les grandes armées du monde. On s'y est intéressé de près, et ça remonte donc au début du siècle. C'est notre archive. Au Salon du Bourget, l'industriel européen EADS expose ses propres réalisations. Ici, l'Eagle, destiné à l'armée de l'air. Record mondial de vol d'endurance avec 52 heures. 1 tonne 200 de haute technologie pour un coût unitaire de 10 millions d'euros. 3 exemplaires seront livrés l'an prochain. Là, le drone Scorpio, des forces spéciales. 13 kilos pour aller voir ce qui peut se cacher derrière un immeuble. Enfin, ce drone hélicoptère de 750 kg, l'Orca, destiné à la marine. Nous avons l'arme du fantassin du futur, c'est-à-dire le drone dit micro-drone, qui pèse aujourd'hui 500 grammes. Donc vous voyez qu'il est très compact, il a un moteur électrique qui permet de le propulser, il a un petit moyen de communication, une caméra qui permet de filmer et de retransmettre les informations en direct sur une petite télévision au sol.
Sacrée panoplie. Laura Kayali, est-ce que l'armée française aujourd'hui, quel est son état par rapport aux drones? On a dit à un moment donné qu'elle avait du retard. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un arsenal suffisant? Oui, le retard est en train d'être rattrapé. Que ce soit pour l'armée de terre, pour l'armée de l'air ou pour la marine. Mais la France a pris du retard pour les drones aériens ou terrestres, mais pas pour les drones maritimes, où il y a encore une chance même d'être un leader, d'être parmi les leaders. Et dans la construction, dans la fabrication? Dans la fabrication, dans le développement, dans la production, dans l'innovation. Et la France s'est remise aussi sur le segment des munitions téléopérées, donc des drones... peu des têtes chercheuses, des drones qui ont une cible et qui vont la chercher. Sans opérateur, parce qu'on se posait la question, est-ce qu'il y a toujours un opérateur, un humain derrière, ou certains sont complètement autonomes? Alors la doctrine française, c'est qu'il y a toujours un humain dans la boucle. C'est pas forcément la doctrine de tous les autres pays. Bon mais en tout cas, la France, voilà, pour l'instant, en tout cas, se met un point d'honneur à ce qu'il y ait toujours un humain dans la boucle. Ouais. Jean-Christophe Noël, parce que c'est important justement s'il y a un humain ou pas, notamment sur la notion de guerre, la notion de légitime défense. Déjà, s'il n'y a pas d'humain, qu'est-ce que vous allez mettre à la place? C'est-à-dire, il faut quand même... l'intelligence artificielle. Voilà. Donc justement, l'intelligence artificielle. Donc, quel est l'état de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Quel logiciel vous allez mettre? Avec quelle performance? Est-ce qu'il va être capable de s'adapter à une situation? Alors peut-être si c'est une situation tactique très simple, pourquoi pas? Mais quand ça commence à devenir compliqué, c'est-à-dire vous avez de la guerre électronique, vous avez des tirs de missiles, etc., ça devient beaucoup plus compliqué. Effectivement, il y a ce problème éthique qui est essentiel et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les armées françaises ont décidé d'avoir toujours quelqu'un dans la boucle. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une intervention humaine, ne serait-ce que pour décider du tir, pour l'autoriser ou peut-être pour l'accompagner aussi. Alors, vous avez évoqué la question éthique. On va justement en parler avec vous trois et avec Anna à propos de la guerre avec des drones qui ressemblent de plus en plus à des jeux vidéo, en tout cas utilisés par certaines armées. Vous allez nous expliquer ça. Oui, notamment en Ukraine. L'armée ukrainienne, elle fait désormais appel aux meilleurs gamers. Un gamer, c'est un joueur de jeux vidéo. Les meilleurs gamers du pays et surtout à leur grande dextérité à manier un joystick. Pourquoi? Eh bien, pour piloter des drones. Et cette nouvelle élite, elle est formée notamment sur un jeu vidéo ultra réaliste qui a été créé sur mesure pour les militaires. Il s'appelle Ukrainian Fight Drone Simulator et on le voit ici. Et puis, le ministère de la Défense ukrainien a même créé un tableau des scores en temps réel pour pouvoir motiver ses troupes avec un système de points et des récompenses à la clé. C'est ce que nous apprennent les journalistes de France Inter. Par exemple, pour un soldat russe tué, c'est 1 point. Pour un avion, 500 points. Et à chaque point gagné, eh bien, on gagne 200 €. Et ces 200 €, ils peuvent être dépensés sur une plateforme type Amazon sur laquelle on vend du matériel militaire dernier cri et notamment des drones. Alors le problème de cette gamification de la guerre, c'est la difficulté à faire la différence entre le virtuel et le réel, d'autant que ces jeunes joueurs, ces gamers, n'ont jamais été confrontés physiquement à la guerre sur le front. Eux-mêmes parlent d'une sensation d'ivresse et d'adrénaline au moment où ils tuent un soldat ou alors quand ils abattent un drone. Il y a un instructeur, à l'inverse, s'inquiète d'une forme de déshumanisation du conflit. Voilà ce qu'il dit. Celui qui trouve du plaisir à ça est un malade. Alors, Michel Olagaraï, est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème éthique à laisser planer cette ambiguïté qu'on peut jouer à faire la guerre? Très certainement, mais c'est pour ça que ça a été souligné. Il fallait toujours qu'il y ait un humain qui soit dans la boucle. Et par exemple, l'intelligence artificielle à laquelle vous faisiez allusion, ça n'est jamais qu'une aide à la décision. Ça ne sera, dans nos armées occidentales en tout cas, ça ne sera qu'une aide à la décision beaucoup plus rapide. Ça permet une décision très rapide parce que lorsque les menaces sont très nombreuses, par exemple, il faut discriminer, il faut hiérarchiser, il faut décider. Maintenant, en ce qui concerne les gamers, moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que ça peut amener au sein des armées des compétences qu'elles n'ont pas, mais non pas des compétences déjà acquises par des gamers, mais par des enfants qui sont habitués à ce que sont les écrans, les consoles tactiles, etc. Et cela peuvent alimenter les armées, car nous avons besoin de spécialistes. Et nous avons besoin de gens qui ont déjà cette espèce d'appétence. Donc c'est pour ça, d'ailleurs... On peut imaginer dans l'armée française, demain, peut-être des gamers pour piloter des drones. Il y a déjà une école de formation dans l'armée française concernant la formation en particulier des petits et mini-drones, qui développent les drones, qui développent les savoir-faire, en particulier, puisqu'il y a différents niveaux, et les drones tactiques et les mini-drones. Donc cette école existe. Mais il n'y aura pas de rétribution et d'incitation à tuer, comme il y a là. Alors, voilà. Le problème, c'est que la guerre est tragique. Ne jamais oublier que la guerre est tragique, c'est du sang, c'est des larmes. On l'oublie très vite. On l'a vu au début de la guerre en Ukraine. La France et les Français et tous les peuples européens étaient horrifiés. Et maintenant, que font-ils ?
eh bien, ils vont gamer. Mais Laura Kelly, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des armées où il n'y a pas d'opérateurs. Est-ce que c'est le cas des Russes ou pas? Est-ce qu'ils envoient aujourd'hui des drones qui sont complètement autonomes et qui peuvent tirer à l'aveugle? On n'est pas tout à fait sûr. On ne connaît pas très bien l'arsenal russe encore. Les drones de type Shahed dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même un opérateur qui les envoie. Mais en fait, quand il y a eu les violations dans l'espace polonais, ils ont aussi plaidé l'erreur. Ah, mais le drone, il s'est perdu, on ne savait pas très bien. Donc, c'est aussi parfois une excuse pour justifier... Je vais nuancer un peu ce point de vue en disant qu'on est dans un jeu virtuel où il n'y a pas de réel. On s'aperçoit, par exemple, qu'il y a eu des opérations menées par des forces françaises avec les drones. Vous avez des équipages en fait, ils participent à leur manière au combat. C'est-à-dire, ils sont pleins, ils sont vraiment immergés dans le combat. Il faut imaginer une caméra qui survole la zone de combat. Et ces gens-là, vous voyez le combat se dérouler devant eux. Souvent, ils connaissent les gens qui sont au sol. Donc peut-être qu'effectivement, physiquement, vous êtes protégé, mais je veux dire, psychologiquement, déjà, c'est autre chose. D'autre part, les gens dont on parle, ces Ukrainiens, ils ne sont pas à 1000 km derrière, ils ne sont pas à 500 km derrière, ils sont à 2 ou 3 km derrière, ils sont susceptibles, et en plus, ce sont vraiment des cibles de choix, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment à battre. Donc, eux-mêmes prennent un risque. Donc, j'aurais vraiment tendance à se nuancer cette espèce de guerre virtuelle où finalement, chacun est dans son divan un petit peu. Et puis... Il n'y a pas de déconnexion totale entre les drones et leurs acteurs. Ça dépend du type de drone. Parce que vous avez des drones américains qui travaillaient en Afghanistan et qui étaient dirigés par au Texas, etc. Donc, si vous voulez, c'est complètement différent. Là, effectivement, c'est du combat rapproché, mais il y a aussi le combat stratégique qui est plus difficile. Alors, on se pose la question de savoir, nous, Européens et au-delà de l'OTAN, est-ce qu'on est prêt à riposter contre ces drones qui pullulent? Écoutez Marc Rutte, secrétaire général de l'OTAN. We are constantly learning. And adapting our technology and our tactics based on the evolving threat landscape. And that includes drones. I think what the Russians saw is that we are willing indeed to defend every inch of our territory. It's exactly what happened in Poland when a Dutch F-35 shot down Russian drones. Les F-35 néerlandais, Laura Kelly, ça coûte très cher. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion aujourd'hui entre le coût de ces drones et les moyens utilisés par nous, notamment pour les neutraliser? Si, tout à fait. Il y a une énorme différence financière et qui est identifiée depuis assez longtemps. Donc, en fait, on se demande un peu pourquoi on n'a toujours pas tiré les leçons. C'est aussi quelque chose qui a été identifié en mer Rouge, car les Houthis envoyaient aussi des drones sur les bateaux qui répondaient avec des missiles qui coûtaient très cher. Et c'est une des premières leçons aussi de la guerre en Ukraine. Donc, il y a eu un peu une espèce de réveil avec ce qui s'est passé en Pologne. Et donc, la Commission européenne a un peu pris les choses à bras-le-corps et va réunir bientôt les ministres de la Défense des pays du flanc Est pour réfléchir à comment financer ce qu'ils appellent un mur de drones. Donc des drones de défense, en quelque sorte? Alors, au début, on parle de détection, déjà. C'est quand même la première étape. C'est crucial. Voilà, c'est la première étape. C'est ce qu'on sait déjà relativement bien faire. Et dans un deuxième temps, pourquoi pas, interception. Donc, on n'est pas sur des drones qui vont aller en Russie pour... Voilà, c'est plutôt de la détection et potentiellement de l'interception. Michel Olagaray, est-ce que c'est pas ça aussi l'enjeu? C'est que... utiliser des drones, c'est déstabiliser, obliger à déployer des moyens disproportionnés. Mais oui, tout à fait. Voilà. C'est effectivement, ça fait partie des enjeux. Mais d'ailleurs, nous avons adapté. Par exemple, lorsqu'on a utilisé des missiles Aster devant les Houthis, ça coûtait extrêmement cher. On est passé au canon. Et maintenant, ce que nous développons, et les programmes qui se mettent en place très rapidement, ce sont des systèmes d'autodéfense avec des canons. Ouais. C'est-à-dire c'est beaucoup moins cher, bien sûr. Et ce que l'on développe maintenant, et ce qui se développe, ça a été commandé par la DGA d'ailleurs, ce sont les armes à énergie dirigée. C'est quoi la DGA? La Direction Générale des Armées de l'armement. En relation avec les états-majors, ce sont les lasers en particulier. Alors, pour cela, il faut, c'est pour des installations fixes ou des bâtiments. C'est quand même plus difficile à gérer parce qu'il faut beaucoup de puissance, entre quelques kilowatts et quelques dizaines de kilowatts. Et puis, ça dépend de la distance aussi, ça dépend du climat, enfin de l'atmosphère, etc. Mais ça, c'est l'arme, parce que c'est une arme qui demande qui a beaucoup de réactivité en particulier, qui peut générer des impulsions très rapides. Mais là encore, et on l'a souligné tout à l'heure, les contre-mesures se mettent en place, c'est-à-dire des revêtements particuliers sur les drones et des protections particulières des endroits beaucoup plus fragiles des drones, c'est-à-dire ce qui est capteur et ce qui est moteur. Donc, d'ores et déjà, on n'est même pas encore dans le développement et le déploiement de ces drones-là. Nous avons déjà en développement la cuirasse et le glaive qui se développent. Qui correspondent. Jean-Christophe Noël, on pourrait imaginer une régulation, un traité de non-prolifération
contre les drones, ou c'est un vœu pieux, c'est délirant, il y en a trop déjà partout? Si on reprend ce que je disais au début, ce sont souvent des logiciels qui sont à l'intérieur. Comment régler ces logiciels? Encore une fois, c'est un petit peu le même problème que dans le cyber. Donc, ce que vous pouvez... Juridiquement, impossible. Ça va être compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est proposer des bons usages. C'était en fait le respect du droit déjà international humanitaire et donc ses principes, et ce serait déjà beaucoup. On voit, je pense que les Ukrainiens seraient très heureux si les Russes respectaient ces principes. Donc ça, on peut essayer de le développer, on peut essayer... En fait, le problème qu'il y a eu, c'est qu'on est très mal parti avec les drones. Les drones, si vous vous souvenez, il y a 15 ans, on aurait été ici il y a 15 ans, par exemple. De quoi on aurait parlé? On aurait parlé des frappes de décapitation. Et justement, avec les drones, où on allait décapiter les différents chefs des insurgés, etc. À l'époque, l'ONU a essayé de réagir. En fait, il y avait deux choses qui l'inquiétaient. C'est qu'il y a un risque de prolifération des drones et de prolifération de ce type d'attaque, parce que ça fonctionnait. Alors, on voit qu'ils ont eu raison, mais on voit qu'aujourd'hui, le problème est beaucoup plus vaste, parce qu'en fait, les drones ont envahi partout. Ils sont partout sur le champ de bataille, ils ont vraiment envahi tout l'aspect de l'écosystème. Il y avait 3 pays qui possédaient des drones armés en 2010, il y en a 48 aujourd'hui en 2024, Laura Kayali, mais ça veut dire en même temps que ça peut mener à une généralisation de conflits, même de la part de groupes qu'on n'imaginait pas. Le cas des Houthis dont on parlait au Yémen, on a été surpris de cette utilisation massive de drones. Oui, c'est vraiment l'avantage des drones qu'on évoquait un peu tout à l'heure, c'est que c'est pas cher, c'est que vous pouvez partir parfois de drones civils et bricoler un peu, mettre des explosifs. Ça peut se fabriquer relativement facilement, ça ne nécessite pas des années de développement. Donc effectivement, c'est typiquement le type d'armes que peuvent utiliser des groupes qui ne sont pas des groupes étatiques. Qu'on imagine mal signer un traité de non-prolifération, par exemple. Justement, pour revenir sur ça, il y a des efforts à l'ONU pour un traité pour caricaturer un peu ce qu'on appelle les robots tueurs, mais c'est plutôt lié, c'est pas pour limiter les drones, c'est pour justement limiter les drones où il n'y a pas d'humain dans la boucle. Donc c'est plutôt lié à l'intelligence artificielle et dans quelle mesure est-ce que l'humain reste impliqué, notamment pour la reconnaissance de cibles, pour le tir et pour ce type d'éléments. Mais c'est vrai que l'ambiance actuelle n'est pas tout à fait propice à la limitation. C'est ce que vous sembliez dire. Et qui croit que maintenant, où les crises dégénèrent en guerre, qui croit encore à la nécessité, à l'utilité des conventions qui sont toutes dénoncées, les unes après les autres. Traité de non-prolifération nucléaire à peu près par tout le monde. Des mines, terrestres aussi. Mines, vous avez vu l'Estonie maintenant qui s'est retirée de ces traités, parce que quand nécessité fait loi. Et tous les traités nucléaires entre la Russie, alors vraiment ils s'en délient à qui mieux. La Russie a proposé que l'un d'entre eux soit prolongé d'1 an, c'était quand même une manœuvre un peu anti-trumpienne, mais qui croit encore aux vertus de ces conventions? Lorsque la crise devient guerre, plus rien n'arrête. D'ailleurs, si nous parlons de régulation aussi, vous verrez les limites de la régulation, parce que la régulation en temps de paix, qui sont une spécialité européenne de pays occidentaux, n'existe plus en temps de guerre. Il faut bien savoir que la guerre, c'est du sang, ce sont des morts, et c'est de la survie des nations. Une dernière question. Une question d'actualité. Donald Trump, président américain, qui considère désormais que l'Ukraine peut gagner et reconquérir des territoires. Jean-Christophe Noël, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'on peut imaginer que militairement, il va y avoir une assistance plus forte des Américains pour l'Ukraine? Je crois qu'il faudrait demander à Donald Trump, parce que ça dépend des jours. Si on est une journée père ou impair, je ne sais pas. Ça veut dire... Attendons de voir déjà la semaine, si ça tient toute cette semaine. Laura Kayali, mais en termes d'arsenal américain, là, on imagine que, en effet, l'Amérique a une suprématie très, très forte en termes de drones et technologies très poussées. Oui, en fait, ils ont aussi beaucoup de ce qu'on appelle de masse. Donc, ils ont, je sais pas combien de porte-avions. Enfin, voilà, ils ont beaucoup ils ont plus que nous, en fait. Sur les drones, ils sont assez avancés, mais pas nécessairement les plus avancés. Et sur l'Ukraine, c'est toujours la même histoire. C'est que Donald Trump veut bien donner des armes à l'Ukraine, mais il faut que ce soit les Européens qui les achètent. Qui les payent. Voilà, qui les payent. Merci à tous les trois d'être venus nous expliquer et nous faire un peu mieux comprendre les enjeux autour de cette prolifération mondiale de drones.